visage, trop sage. J'écoute Mario à la radio. Tap, tap, tabilouatap. Sa voix fait chaud dans le micro. Tap, tap, tabilouatap. J'écoute le speaker de mon cœur. Tap, tap, tabilouatap. Sa voix de charmeur vient d'ailleurs. Tap, tap, tabilouatap. Quand il donne leur c'est le bonheur. Tap, tap, tabilouatap. Mario sur ma radio. Mario sur ma radio. Mario sur ma radio. Mario sur ma radio. N'ajustez pas votre appareil. Il est de retour. Mario Ligre. Les samedis à Mario. On s'amuse comme des petits fous en studio. Sophie Durocher est là et elle danse. Ah ben je danse, je chante, je danse les claquettes aussi. Mais non, ce ne sera Ben pas pour non. aujourd'hui. On n'a pas les bons souliers pour toi. Merci d'être là. Ben merci de m'avoir invité, je suis très touchée. C'est la charge de revanche, hein, quelque part. Tu m'as tellement souvent invité à tes émissions, je me dis, je peux pas passer à côté. Il y a C'est un beau super livre qui est gentil. sorti. Moi, j'ai compté 6. Officiellement 3, là, parce qu'il y a un doublé dans ton œuvre. Oui. En fait, tu vois, j'ai écrit 2 livres qui s'intitulaient, mon Dieu, c'est ma nouvelle bouche, qui s'intitulaient « Salut les amoureux » 1 et 2. Voilà. J'ai écrit la biographie de Jean-Pierre Ferland. Et boule de gomme, serais-tu devenu un Un homme? homme. Et les bonheurs de Sophie. Oui, Les bonheurs de Sophie, donc ça fait 4. Puis ça, c'est le 5e, puis je suis déjà en train d'écrire le 6e. Ah, et il va parler de quoi? Je le dis pas. Est-ce que les hommes disparaissent eux aussi? Non, les hommes sont pas en danger de disparition. Parce que juste avant qu'on parle de ton livre, on parlait Ouais. d'hommes qui disparaissent. On était en grande Ah, conversation de Lucien Francoeur, Absolument. qu'on a connu tous les deux, et même Hugo Veilleux. Absolument. Qui est à la réalisation. l'époque de Cool FM. Et puis, Lucien, moi, ça m'a fait énormément de peine quand il est mort, pour plein de raisons. Une des raisons pour lesquelles j'étais si triste, c'est parce que c'était quelqu'un d'absolument flamboyant, plus grand que nature, un amoureux de la poésie, un amoureux des mots, un amoureux du français. Quand je dis 2 raisons, en premier, c'est que chaque fois que tu rencontrais Lucien au cours, mettons, des 10 dernières années, mettons que moi, ça fait 25 ans, je le connais, au cours des 10 dernières années, à chaque fois que je rencontrais Lucien, il avait toujours l'air triste. Il disait « Sophie, ils sont tous morts. Tous mes chums, tous les gens que j'aimais sont morts. » Et tu comprenais, entre les lignes, c'était « c'est moi le prochain ». Mais il était comme orphelin de ses amitiés. Et donc... Et pourtant, il n'était pas en bon terme avec le groupe Autre Chose quand il est parti. Mais même s'il n'avait pas été en bon terme avec plein de monde, il reste que ce plein de monde-là sont tous morts. Ouais, ben fait là. que de sa génération, de sa gang, il se retrouvait à être tout seul. Toutes ses idoles étaient déjà mortes et tu sentais une certaine tristesse chez lui. Et la deuxième raison pour laquelle j'étais super triste de la mort... 76 ans, en passant, c'est pas si vieux que ça. Ben non, c'est pas si vieux. Écoute, ma mère est morte cette année, elle avait 95 ans. Là. Je veux dire, on vit beaucoup plus vieux aujourd'hui. Donc, Lucien est mort beaucoup trop jeune. Pas en même temps, écoute, avec tout ce qui s'est envoyé dans les veines, puis tout ça. Puis j'en parle très ouvertement parce qu'il s'en est jamais caché. Puis il y a même sa fille, Virginie, qui a fait un documentaire sur lui, On achève bien les rockers, où il parle ouvertement et elle lui dit à quel point, justement, ça a diminué son espérance de vie, tout ce qui s'est mis dans le nez, dans les veines. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Il vivait à 150 000 à l'heure, disait-elle. Oui. Et il vivait comme un rocker. Absolument. Et puis il est mort à l'hôpital en rocker, avec ses bottes de cow-boy dans les pieds, puis sa veste de cuir sur le dos. Oui, c'est super touchant parce que je l'ai interviewée cette semaine, Virginie. Très gentiment, elle a accepté de parler. Parce que c'est pas évident, le jour même où tu annonces à la planète entière que ton père est mort, donner des entrevues, je trouve que c'est très généreux de la part des survivants de le faire. Puis elle nous parlait justement de ça à l'hôpital. Elle a récupéré ses bottes de cow-boy en lézard, puis sa veste en cuir. Puis je trouve ça très... Tu sais, on imagine plus Lucien Francoeur comme ça qu'avec une jaquette d'hôpital où on lui voit les fesses à l'arrière. Malgré sa lourde consommation de drogue dure, il semblait pas en être inquiété. À savoir, il passait à travers la vie quand même, avec ses difficultés. Mais il y avait une vie relativement stable, avec un travail stable. Travail qu'il n'aimait pas nécessairement, mais en fait qu'il adorait, la poésie, il l'enseignait. Oui. C'est l'entourage
qui le blessait? Ben, écoute, moi, j'ai fait en 2011, donc il y a 13 ans de ça, quand Lucien a souligné ses 30 ans d'enseignement. J'avais fait une longue entrevue avec lui dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, et je me souviens, le titre, c'était « Francoeur se vide le cœur », puis il y en avait gros sur le cœur, sur le système d'éducation. Il disait que le ministère de l'Éducation était complètement déconnecté, que c'était des fonctionnaires dans leur bureau qui connaissaient rien sur le terrain, puis il disait ça il y a 13 ans. Mais je pourrais reprendre au complet l'entrevue avec Lucien. Il l'a publié aujourd'hui et 99% de ce qu'il décrivait à l'époque s'appliquerait encore aujourd'hui. Et il parlait des élèves qui étaient des ignares, des illettrés, mais il y en avait quand même un certain pourcentage à travers tout ça qui avaient des petits éclairs de génie, avaient des petits éclairs d'amour de la poésie, qui comprenaient de quoi il parlait, qui comprenaient la passion qu'il avait. Et, tu sais, il y en a quand même qui se distinguaient à travers la masse d'abrutis complètement penchés sur leur cellulaire, là. Il parlait beaucoup de la poésie classique, Rimbaud. Absolument. Rimbaud, c'était son dieu, ouais. Là, vraiment. T'avais Rimbaud, Verlaine, Jim Morrison. Morrison, il aimait Jim Morrison beaucoup. Puis, Verlaine, Rimbaud, tous les classiques, en fait. Voilà. Et Miron, parce que la première fois qu'il a commencé à écrire de la poésie, c'est Gaston Miron qui l'avait encouragé. Il a été publié à l'Hexagone et tout ça. Puis, il y avait une très belle image, Lucien. Il disait, moi, je suis capable de faire la split. La split, ça veut dire faire le grand écart entre enseigner la poésie, enseigner la littérature, écrire lui-même de la poésie quand même assez pointue et faire des pubs pour Burger King. Je suis content que tu me parles de Gaston Miron parce qu'à quelque part, je me sens un petit peu flatté. On a quelque chose en commun, tu vois, que je viens d'apprendre. Oui. Gaston Miron l'a poussé vers la poésie et j'ai poussé Lucien Francoeur vers la radio. Ah, ben tu vois. C'est lors d'une rencontre. Tu as été son pusher de radio. Si on veut, c'est lors d'une rencontre à Québec, fortuite, où on s'est retrouvés sur une terrasse sur la Grande Allée, puis on a passé des heures, parce que Lucien, c'était pas 5 minutes. Là, jamais. C'était 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis ça parlait, puis ça parlait. Ouais. C'était toujours très intéressant. Et il me disait, Mario, j'aimerais ça faire de la radio. Puis moi, je disais, Lucien, tu serais bon en plus. J'ai trouvé le moyen de le faire rentrer à C'est quoi, qui était à l'époque la radio concurrente de CKMF où j'étais, parce qu'on connaît tout le monde, ou à peu près. Oui. Je l'ai présenté, il s'est retrouvé à C'est quoi, et il a fait là un malheur. Un malheur total. Pendant toutes les années de radio. Le Francoeur Show, écoute. Un malheur. Il était formidable. Tellement qu'on en était jaloux à C'est quoi. Pas moi, mais les autres. Enfin. Mais je suis content parce qu'on a parlé de Gaston Miron. Ouais. Alors, on va revenir. Mais merci c'est intéressant qu'on parle de Lucien comme ça. Ben, c'est aussi. Il le mérite. Parce que j'ai. En fait, la deuxième raison aussi pour laquelle je suis triste cette semaine, c'est que je trouve que de son vivant, en tout cas, on n'a pas rendu assez hommage à l'amplitude de la carrière de Lucien. Tu sais, je parlais tout à l'heure de la fameuse publicité qu'il avait faite pour Burger King. Dans un certain milieu, on le snobait. Tu sais, c'était l'espèce de rocker un peu farfelu qui s'en va faire des niaiseries puis des guidounets à la télé. Un Raoul Duguay en cuirette. Ben... quelque chose comme ça. Mais tu sais, je pense que... Moi, j'aime ça, les gens qui sont des iconoclastes. J'aime les gens qui sont jamais où tu les attends. Tu sais? Je veux dire, tu fais autre chose, mais tu fais aussi... C'est quoi? Tu fais de la poésie, mais tu vas aussi enseigner la poésie. Tu sais, c'est comme... Je trouve qu'on a tendance aujourd'hui, des fois, à trop mettre les gens... C'est une étiquette, tu fais juste une affaire. Ben non, tu peux faire toutes sortes de choses. Et ces choses-là peuvent soit se compléter, soit se contredire, puis c'est correct. Puis ce que je trouve intéressant, quelque part, avec son départ, c'est qu'on va réécouter son œuvre plus qu'avant. Et en réécoutant son œuvre, les plus jeunes vont se rendre compte que le rap d'aujourd'hui vient de quelque part. Bien, le rap à qui? Le rap à Billy. Le rap à Billy. Ça en est du rap. Le rap à qui? Le rap à quoi? Le rap à Billy. Exactement. Alors, Lucien Francoeur est un précurseur, du moins au Québec en particulier, de ce style de musique-là, j'en suis convaincu. Oui, puis tout le milieu de la musique underground, puis tout le... Écoute, les nuits de la poésie, c'est quand même en assistant à une nuit de la poésie qu'à un moment donné, il s'est dit... Et là là, c'est possible, ça se peut prendre des mots et les achancer de cette façon-là, un peu surréaliste, un peu différente, un sens,
mais un sens qui est différent, qui est peut-être pas apparent au premier regard, une certaine complexité, une certaine forme d'expression. C'est une vie fascinante. C'était fascinant aussi, le groupe Autre Chose. Oui. C'était véritablement autre chose. Parce que moi, je sortais beaucoup à l'époque, j'étais plus jeune. Ouais. Les premiers cafés campus, là, près de l'université, Côte-des-Neiges, je Oui, pense. tout à fait. Côte-des-Neiges des Selles, je pense. Il avait donné un spectacle, là. C'était plein parce que c'était nouveau, là. Oui. On n'avait jamais entendu quelque chose comme ça. Là, Absolument. C'est du slam aujourd'hui. Mais tout à fait. Et tu sais, c'est quoi, quand tu regardes les dates, c'est quand même assez fascinant parce que cette année, on célèbre, avec raison, les 50 ans du premier album de Beau Dommage. Hein? Puis il y a plein de trucs hommages, Symphonixie, puis etc., puis des rééditions et tout ça. Et c'est sûr... Incident en bas des filions qu'on reprend. Exactement, 22 minutes 22 quand même minutes. de musique. Mais tout ça pour dire que 6 mois après la sortie du premier album de Beau Dommage, c'est Autre Chose qui sort son album. Ouais. Tu peux pas imaginer deux univers plus à l'opposé, plus dissemblables que C'était pas le Beau genre de Dommage avec la guitare, puis là, C'était pas le genre de choses qui inquiétait un gars comme Lucien Francoeur. Non, mais c'est ça aussi le Québec. C'est ça, et c'est ça des fois qui m'attriste, Mario. C'est de voir la jeune génération qui peut te nommer dans les détails toutes les tunes de Taylor Swift, parce que, bon, elle s'en vient à Toronto, puis tout le monde est bien énervé. Et je suis la première. Moi, j'haïs pas ça, Taylor Cinq soirs Swift. à guichet fermé. Oui, mais c'est correct aussi. Mais comment se fait-il qu'un jeune Québécois, mettons, qui a 20 ans aujourd'hui, en 2024, Connaît pas Beau Dommage. tu lui dis... Ben, Lucien Francoeur, Zéro. c'est comme... Zéro. Les gens de moins de 30 ans, 40 ans, ça Zéro. leur dit rien. Ils connaissent pas Aznavour. Ah, ben tu vois, je m'en vais ce soir voir justement à Cinémania le film sur Aznavour, en présence de Katia Aznavour, sa fille. Mais tu sais, t'as raison. Aznavour, je sais pas, t'es jeune. est-ce Les que tu connais Beatles. Aznavour? J'ai déjà entendu, il y a plusieurs années, un jeune qui disait à son ami, en pointant Paul McCartney, ce gars-là, il a déjà chanté dans un orchestre avant. Avant d'une carrière solo. Sophie, Ah on va parler de ton Oui. livre tout de suite après cette pièce que j'ai choisie pour toi, T'es gentil. Patrick Juvet. Aussitôt qu'Hugo la trouve, là. Mais tu connais Hugo. Ben là, c'est Des pas, fois. c'est pas Hugo, c'est technique. Non, c'est Hugo. Elle fume le cigare, font parfois un enfant. Par hasard
Directement de notre salle des nouvelles, voici ce que nous surveillons pour vous dans l'actualité. La justice américaine suspend toutes les procédures contre Donald Trump. Elon Musk présent mercredi à l'appel Zelensky-Trump après la victoire de ce dernier. La frontière avec les États-Unis, une priorité au Canada. Un militant du PQ exclu pour manque de loyauté. Scène artistique, Beyoncé domine les nominations aux Grammy Awards. Et au sport au football, les Alouettes et les Argonauts s'affrontent aujourd'hui pour la finale de l'Est. D'autres nouvelles dans une trentaine de minutes. On se fréquente à la bonne fréquence. L'émission en cours est présentée en simultané à CNV Radio Numérique et au AM 940. Les samedis à Mario. De retour à Mario Lirette. Avec Sophie Durocher en studio, as-tu remarqué les budgets qu'on a pour le thème quand même? Non, mais moi, j'aime la voix du gars qui parle et qui te présente. C'est W. Duguay. Ah, c'est ça! Voilà. Ah, ben non, Michel c'est W. sûr. Duguay est ici tous les samedis en ondes. Moi, je le suis sur Facebook. Il est toujours rendu dans le sud, quelque Ah. part. Il voyage tout le temps. Et il voyait, ben, il est millionnaire, qu'est-ce que tu veux? Il y a Comment rien ça, que il est millionnaire? Ben, il a fait de l'argent, c'est quoi, lui? Nous autres, on l'a tout dépensé. Lui, il l'a gardé. Bon, ben, écoute. Non, non, c'est vrai qu'il voyage beaucoup, mais si tu veux l'écouter, il est en ondes ici tous les samedis avant midi. Bon, ben, écoute, je le saurai pour la prochaine fois. Jusqu'à Puis, Diane Lafrance, qui est juste avant moi. Bon, ben, écoute, super. Aimes-tu nos studios? J'aime beaucoup vos studios, surtout que c'est en face d'une librairie, un Renaud-Bré, où je suis allée voir tout à l'heure, voir si mon livre « Où sont les femmes » était là. Et pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai cherché entre les bonbons, les nounours, les calendriers... Et le train du Nord. Les raclettes à fondu, les fondus à raclette, les ensembles à fondu. J'ai eu le même problème. J'ai été publié aux Éditions de l'Homme, moi, à Ouais. l'époque, et puis je cherchais mon livre. Je le trouvais pas. Je sais Ah. pas pourquoi. Je sais pas, mais je vais retourner après. Ils vont peut-être le mettre... Non, mais il y a trop selon moi, trop d'éditions. Ça sort trop, les livres. C'est comme chez McDo. Ben, tu vois, c'est ce que disait Joseph Facal. Je parce que, l'ai lu. Il y a Bon, deux- Joseph Facal m'a fait le grand honneur de consacrer une chronique au complet à mon livre. Et il dit, le problème, c'est qu'il se publie tellement d'affaires. Et il se publie tellement, excuse-moi de le dire, mais tellement de niaiseries. C'est ce que je disais. Comment aussi. tu fais pour surnager à travers tout ça, puis signaler, puis tu sais, sortir de la foule? À cause Et- des subventions, tu dis. Ben oui, parce que moi, écoute, comme chroniqueuse culturelle au Journal de Montréal, Journal de Québec, puis comme animatrice à la radio, à Cube, j'en reçois des livres. Écoute, c'est pas long, hein? Je fais une pile à gauche, ce qui est intéressant, Absolument. à droite, ce qui est pas intéressant. donner. Ou plutôt, je devrais dire à droite, ce qui est intéressant. Pour les mais à cadeaux de gauche- Noël. Pour les cadeaux de Noël. Non, mais écoute, c'est ouais. hallucinant. C'est Tu trop. lis les 5 premières pages, les 5 dernières, puis tu te dis, j'ai pas envie d'en lire plus que ça, là. Il se publie toutes sortes de niaiseries, mais mon livre n'est pas une Mais le niaiserie. tien ne l'est pas parce que tu parlais de Joseph Facal. Il y a Jean-François Lisée aussi, dans Oui. Le Devoir, qui a fait quelque chose de très intéressant. Ben, ça a été le premier. Il y a eu Lise Ravary aussi qui publie, elle, dans tous les journaux des coop de l'information. Donc, quand elle publie un texte, c'est publié dans Le Droit, dans Le Soleil, dans Le Nouvelliste, La Voix de l'Est, etc. Et dans les 3/4, ben, tu sais, parce qu'on peut dire, Joseph lui-même le dit, ben, c'est sûr, c'est une collègue, puis c'est une amie. Fait que... Oui, mais prenez- Joseph. Mais il est quand même, impartial. il y a sa rigueur journalistique. Mais Jean-François Lisée, il me doit rien. Lise Ravary ne me doit rien. Et ce sont pas des gens qui travaillent pour Québécois. Et les 3 sont dithyrambiques sur mon livre. Donc, moi, je suis extrêmement contente. Et que dire de la préface? Oui, Boc-côté. Mathieu Bock-Côté, très gentiment accepté de faire ma préface. Mais tu sais, quand tu demandes à quelqu'un de faire une préface, tu dis, bon, il va écrire 500 mots, puis il va dire, lisez son livre, c'est bien bon. Et Non. là, quand j'ai reçu Oui. la préface de Mathieu, j'ai vraiment eu un grand moment d'émotion parce que ça s'intitule quand même « Le courage de Sophie Durocher ». Là, je veux dire, c'est quand même pas rien. Et écoute, il me fait un cadeau extraordinaire en analysant mon livre, premièrement, puis dans un deuxième temps, en parlant justement de... C'est quand même fou, Mario et Hugo, de se dire qu'en 2024, ça prend du courage pour dire un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, puis on peut pas changer de ça comme si on était Monsieur J'abonde. Patate, là, t'enlèves des oreilles puis tu mets le nez. J'abonde dans ce sens-là. Et C'est- surtout que Boc-Côté vit dans une ville ou un pays qui, lui, a quelques années d'avance sur la problématique, si tel est le cas, si c'est une problématique. Ouais. Le voile en particulier, et où la femme disparaît.
Voilà. derrière le voile. Lui, il sait de quoi il parle, Bock-Côté. C'est pourquoi j'ai lu avec beaucoup d'attention sa préface. Ouais. Puis il est intéressant comme tout. Oui, il est Puis ce que j'ai intéressant. retenu, c'est que vous êtes de bons amis, puis occasionnellement, une petite bouteille de vin ne fait pas de tort à personne. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire le livre. C'est que Mathieu, bon, on le sait, il habite en France, mais quand il vient à Montréal, il nous fait toujours la gentillesse de venir nous voir. Et on fait des soupers assez bien arrosés, merci. Et à chaque fois, je lui parlais de mes dadas, la disparition de la femme, des expressions qui, moi, me mettent hors de moi. Dire une femme enceinte ou une personne avec un utérus au lieu de dire une femme, je trouve ça complètement ridicule. Ça fait longtemps que ça m'énerve, tout ça, moi. Et je lui parlais de ça, et à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, en plus, ce qui me choque, Mathieu, c'est qu'il y a des forces qui convergent et qui contribuent ensemble à la disparition des femmes. J'ai dit, quand tu as d'un côté tout le phénomène des drag queens, le phénomène des personnes transgenres dans le milieu du sport féminin, que tu as en plus de ça cette disparition lexicale où on enlève le mot femme pour pas faire de la peine à personne, et que en plus tu as des compagnies, des organismes et des gouvernements qui trouvent rien de mieux que de montrer des femmes voilées. J'ai rien contre les femmes voilées, mais ça contribue quand même à l'effacement physique du corps de la femme. Surtout que les personnes non genrées, entre guillemets, ne représentent qu'un faible pourcentage de la Écoute, population. selon les derniers chiffres de Statistique Canada, si on met les personnes transgenres et les personnes non binaires, c'est moins de 1% de la population. Et pourtant, surtout dans le domaine du sport, c'est questionnable, c'est problématique. Je trouve qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis, et selon moi, tout ça a commencé avec les accommodements raisonnables. Oui, parce qu'on s'est senti tellement coupable, on s'est tellement fait dire qu'on était intolérant et toutes sortes de choses qui finissent en phobe, qu'on s'est dit, bon, on montrer à quel point on est inclusif. Et en étant tellement inclusif, ça donne des situations qui sont, selon moi, aberrantes et scandaleuses, comme le fait que quand tu arrives à l'entrée de l'Hôtel de Ville de Montréal, tu es accueilli par une affiche qui dit « Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Montréal ». Il y a 2 hommes, un jeune avec une petite casquette, un monsieur plus vieux avec des lunettes et une femme. Tu as juste une femme qui te souhaite la bienvenue à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et cette femme-là, non seulement elle est voilée, elle a le voile islamique, mais en plus, elle a une espèce de tunique par-dessus ses vêtements. C'est trop. Donc, on nous dit, c'est ça la Montréalaise. Non, c'est une des Montréalaises. Non, mais c'est grave, c'est pire que pire. Tu te souviens de l'épopée du sapin de Noël à l'aéroport de Dorval, l'aéroport de Montréal. On veut enlever les sapins de Noël, les décorations. Attends, il y a quelqu'un qui m'a raconté, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, mais quand même, il y a quelqu'un qui m'a raconté récemment, dans une institution d'enseignement au Québec, je ne veux pas la nommer parce que je ne veux pas mettre cette personne-là dans le trouble, mais qui me racontait que pendant des années, elle faisait un petit concours tout simple, des biscuits de Noël. Donc, chacun arrivait avec ses petites recettes de biscuits de Noël, et à un moment donné, ils ont arrêté de faire le concours parce qu'ils lui ont dit, ben, appelle ça les biscuits du temps des fêtes. Elle a dit, no way. No way, José, c'est des biscuits de Noël. Ah, ben là, c'est pas assez inclusif, fait qu'on fait plus les biscuits Alors, de il n'y a Noël. pas que la femme qui disparaisse. Il y a aussi il y a une la certaine il y a la identité. culture, l'identité. Voilà. Dans ton livre, Où sont les femmes? L'effacement du féminin dans l'espace public. Oui, On parle beaucoup d'islamisation, là, oui. en particulier. Voilà, mais c'est pas que... Oui, bien sûr, il y a tout un chapitre qui est consacré à ça, mais ce que je tente et ce que je pense que je démontre dans mon livre, c'est que pris isolément, chacune de ces formes d'effacement-là, oui, est majeure, mais c'est la combinaison de différentes formes d'effacement qui est dangereuse et qui est problématique. Et ces différentes formes-là, les féministes ne disent rien. Comment ça se fait que les féministes disent rien devant, justement, une omniprésence des femmes voilées dans les publicités Tu l'as dit, et c'est un mot très intéressant. Comment ça se fait qu'elle ne le voit pas? Féministe et libération de la femme, tu te souviens? Ben oui. Ça a commencé là. Ben nos mères puis nos grands-mères se Ils se sont sont battus pour aller voter d'un. Ben Plein de choses. pour que les curés arrêtent de leur dire ce qu'elles avaient le droit de faire, ce qu'elles Absolument, avaient le droit de leur dire de faire des pas enfants. faire. Bon, Voilà. ben alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est à genoux devant elles une ont- autre religion? Elles ont gagné une bataille. La question que je te pose, c'est est-ce que la femme est en train de perdre cette bataille?
Ben moi, je pense que la femme est en train de perdre beaucoup de batailles et c'est en partie à cause des femmes. Parce que les femmes elles-mêmes ne voient pas les dangers qu'il y a et les menaces qu'il y a à leur présence. Je te donne l'exemple. C'est drôle parce que donc je consacre tout un chapitre dans mon livre au domaine du sport. OK? Les femmes se sont battues pour avoir le droit de participer aux compétitions sportives. Pierre de Coubertin, celui qui est le père des Jeux olympiques modernes, voulait rien savoir. Les Jeux olympiques, il n'y avait pas de femmes là au début. Alors, il y a des femmes qui ont décidé parallèlement à ça de faire des Jeux olympiques féminins. Il les a poursuivis en disant, vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot Jeux olympiques, donc c'est devenu un autre nom. Pendant des années, les femmes n'avaient pas le droit de participer à des compétitions sportives. On l'oublie, ça. Mais tu sais, c'était l'apanage des gars. Donc, petit à petit, des femmes courageuses ont investi le milieu du sport. Mais aujourd'hui, cette place-là, elle est menacée. Quand tu as des hommes biologiques qui décident, pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent et que je respecte, de dire, ben moi, je suis une femme. J'ai vécu 30 ans, 20 ans, 25 ans dans le corps d'un homme. Maintenant, je m'identifie comme femme et ça me tente d'aller faire une compétition sportive contre des femmes biologiques. Puis, tu as juste à montrer ton passeport. Si ton passeport, ça dit que tu es une femme. Oh, wait, don't, on est rendu loin. Je pense qu'il y a un grand homme politique anglais, c'est peut-être Churchill, je ne suis pas certain, qui avait dit que la femme n'avait même pas sa place en politique. Ben là, c'est que rempli. sa place était dans la cuisine. Ben voilà. C'est incroyable. Mais là, justement, c'est bien de faire ces rappels historiques-là. C'est-à-dire que si mon livre est tellement une sonnette d'alarme, c'est justement parce que chaque petit bout, chaque mini espace que les femmes ont réussi à conquérir, c'est au prix de bataille. Donc, c'est pas vrai qu'aujourd'hui, on va dire, ben oui, c'est pas grave, des hommes biologiques dans le sport féminin. Si on avait de tout temps fait des compétitions sportives, peut-être que ce serait moins grave, mais c'est d'histoire récente. Et c'est très rigolo parce que dans mon livre, je donne l'exemple de la boxeuse Katia Bissonnette, qui, donc, quelques minutes avant de monter sur le ring pour affronter ce qu'elle pensait être une femme, on lui a dit, ben non, la personne que tu vas affronter, c'est un homme biologique, c'est une femme transgenre. Alors, elle a refusé d'affronter cette personne-là, parce qu'elle a quelque chose contre les trans, parce qu'elle s'est dit, c'est pas vrai que je vais avoir un point dans la gueule donné par quelqu'un qui est un homme biologique. Et ce qui est rigolo, c'est que je parle d'elle dans mon livre, et au cours des dernières heures, c'est hier soir, en fait, je suis sur ma page Facebook et Katia Bissonnette m'écrit pour me dire, je viens d'acheter ton livre, j'ai très hâte de le lire. Mais Katia Bissonnette, elle devrait être considérée comme une héroïne. Absolument. Parce qu'elle s'est tenue debout en disant, c'est pas vrai, un gars n'a pas la même force qu'une femme. Et c'est pas normal que les féministes ne disent pas un mot pour défendre Katia Bissonnette. Les féministes se taisent. Ne parlent pas, ne parlent plus. Plus. Elles vont parler de moins en moins avec ce qui se passe aux États-Unis. La Cour suprême qui va t'interdire de ton avortement. Si tu changes d'État pour aller le faire, tu vas être poursuivi. C'est grave. Oui, c'est grave ce qui Très se passe. grave. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que les féministes québécoises qui écrivent des lettres à leurs filles, petit clin d'œil ici à Kim Lévesque-Lizotte, qui écrivent des lettres à leurs filles pour leur dire « Oh mon Dieu, c'est une catastrophe, c'est l'apocalypse, dans quel monde tu es venu au monde », qui s'inquiètent énormément de ce qui se passe aux États-Unis. Ben peut-être qu'il faudrait s'inquiéter aussi de ce qui se passe au Canada. Kim Lévesque-Lizotte, on ne l'a pas entendu sur l'affaire de Katia Bissonnette. On ne l'entend pas sur la femme voilée à l'hôtel de ville. Ah ben non, c'est parce qu'il faut être inclusif. Sur les féminicides aussi. Les féminicides, les avortements sélectifs selon le sexe, etc. C'est-à-dire que oui, elle va parler des féminicides, mais elle ne parlera pas des féticides. Les féticides, c'est quand une femme est enceinte dans certaines communautés culturelles où on place beaucoup plus de valeur sur des garçons que sur des filles, quand la mère sait, à partir du moment où la mère sait le sexe de son enfant à naître, si c'est une fille, elle choisit de se faire avorter. Elle choisit, entre guillemets, parce que le poids de la communauté, le poids de la famille ou le poids de la belle famille est très fort, il est très lourd. Et les féministes, elles ne veulent pas parler de ça. C'est pour ça, justement, que j'ai fait un chapitre là-dessus dans mon livre, parce que les féministes ont peur que si on se met à parler de ça, c'est une brèche de la part, entre autres, du Parti conservateur pour éventuellement interdire l'avortement. Moi, ce que je dis dans mon livre, c'est on ne peut pas faire semblant que la situation n'existe pas et un enfant
à naître, qui est une fille qui est avortée, ben c'est un enfant de trop. Parce qu'elle est avortée, cet enfant-là, uniquement sur la base de son sexe. Est-ce que c'est une alarme que tu sonnes? Totalement. Totalement. Mon livre, c'est pour ça qu'il y a du rouge beaucoup sur la couverture. Réveillez-vous. C'est la lumière rouge, c'est réveillez-vous. Et peut-être une des phrases les plus importantes dans mon livre, c'est que moi, je souhaite un féminisme plus viril. Je trouve qu'on a un féminisme mollasson. On a un féminisme sans colonne vertébrale. On a un féminisme gentillet qui ne veut pas déranger. Il ne faut pas faire de peine. Mais il ne faut pas faire de peine aux autres. Il ne faut pas faire de peine à l'un puis à l'autre. Mais pendant ce temps-là, on est en train de se faire gruger notre place. Réveillez-vous. Pourrais-tu devenir la porte-parole de ce mouvement? Ben, avec plaisir. On va en reparler après cette pièce que j'ai choisie. On a parlé de transgenre. Ah, si j'étais un homme. Chanté par une femme. Une magnifique chanson. Ah, c'est super. Ma préférée. Ça dit tout. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que les peines. Pour l'être au mauvais temps, je t'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Je ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. De beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé, naïves qu'au cinéma, on devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Que pour entendre ta voix, je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas.
FM 940. Les samedis à Mario. De retour à Mario Lirette. Merci, Michel W. Duguay. J'adore ça. Ben oui, mais c'est la voix de Michel, non, c'est une légende, écoute. Je peux-tu lui demander de faire mon message sur le répondeur, sur mon cellulaire? Bonjour. Vous êtes sur le cellulaire de Sophie Durocher. Ah, j'aimerais ça. Je vais lui demander, je suis certain qu'il va dire oui avec plaisir. C'est un gars qui a un cœur gros comme ça. Jacinthe te dit bonjour. Ben oui, elle m'a parlé tout à l'heure, puis en plus, c'est une femme de goût parce que c'est elle qui t'a suggéré de faire une entrevue avec moi pour mon livre, donc... Ben Hugo avait reçu le livre. Ah, avant. OK, bon, Elle en dit beaucoup. Mais c'est vrai que Jacinthe a... Elle a poussé fort. Ah oui, Elle a absolument. poussé Elle fort. t'adore et puis elle trouve que tu danses bien. Elle nous a vu à la caméra. Oui. Elle nous a vu danser. Alors, une petite danse encore pour Jacinthe. alors. On est surveillé par des gens dans la Bonjour. vitrine. Bonjour. Bonjour. Allez au Renaud-Bré acheter mon livre, Où sont les femmes? Oui, ça, si vous trouvez parmi les bonbons, là, il était supposé d'être là, le livre. On se demandait comment Mario allait. Bien. J'ai Sophie Durocher comme invitée. Imaginez-vous Bonjour. comment la vie va bien. Pardon? Ah, ben oui, sortez-moi d'ici. Écoute, j'étais au 54e étage, les bras accrochés comme ça sur un fil de fer. T'es pas peureuse, moi je serais pas allé. Ah non. Bonjour madame, bonjour Merci, monsieur, madame. merci d'être passé. Voyez-vous, c'est ça qui est le fun Hey, ici. sortez-moi d'ici, les gens m'en parlent. Non, mais encore. c'est quelque chose de très C'est people. fou, hein? C'est ce que les gens pensent que les essayistes, parce que je sais Ouais. que tu n'es pas une autrice. Non, pas une autrice, une auteure. Les Ouais. auteurs, les auteurs, pour ne pas faire de mauvaises liaisons, Ouais. sont plutôt des intellos. Puis les intellos ne vont pas se mettre les deux pieds dans la boue. Dans la boue, pourtant, j'ai tellement... C'est pas toi. Oui, c'est pas moi. toi. Mais c'est pour ça que c'était... Écoute, quand Jean-Philippe Dion m'a écrit pour me dire « Ça te tente-tu de faire Sortez-moi d'ici », au début, je pensais que c'était un poisson d'avril, comprends-tu? Je pensais pas que c'était qu'il était sérieux. Et ça m'a pris exactement 0,1 seconde avant de lui dire oui. Puis Richard, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit oui. Oh, ben Richard. Richard, lui, il a peur des hauteurs. Ben, moi aussi. Mais là, il savait pas, lui, ce que je m'en allais faire. Fait qu'on on le savait pas personne. Ben non, mais... Richard m'a dit... Quand il t'a vu à la télé... Il capotait ça. Ben là... Parce que moi, quand je suis revenu du Panama, je lui ai expliqué ce que j'avais fait, mais il n'était pas capable de le visualiser. Donc déjà, juste, je lui racontais ce que j'avais fait. Il était étourdi, mais quand il l'a vu à la télé, il a mangé ses bas. Il se cachait les yeux. Il a mangé ses bas en ça. regardant, je suis certain. C'était très drôle, En tout cas, moi qui ai peur des hauteurs, plus jeune, non, mais en vieillissant, on a le... Mais sais-tu quoi, Mario? Je vais te dire quelque chose de tellement important. On est au Panama, on est au 54e étage du building le plus haut d'Amérique latine. OK? Là, on est évidemment, tu sais, c'est l'équipe de déferlante, là, c'est pour TVA, là, c'est comme. Tout le monde est hyper professionnel, c'est tout protégé, c'est tout prévu. Il y a une équipe de cascadeurs à l'arrivée du fil de fer qui est suspendu dans le vide et il y a une équipe de cascadeurs au départ. OK? Là, moi, j'ai la peur de ma vie, comprends-tu? Je regarde le cascadeur québécois. Je le regarde dans les yeux et je lui dis, est-ce que tu penses que je suis capable? Là, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Sophie, t'es capable. Là, OK, déjà, ça allait mieux. Mais c'est une leçon de vie, là. Ben oui. T'as juste besoin qu'il y ait quelqu'un qui a confiance en toi, qui te dise t'es capable, puis là, tu peux conquérir le monde. Oui, ça, mais c'est la première chose. C'est- Oui, mais parce que lui, c'est un professionnel. Ben Mais oui. il était capable. Il m'avait vu, il m'avait observé, il savait. Donc, première chose, il me dit, oui, tu es capable. J'ai dit, où est-ce que je regarde? Je sais que tu vas trouver ça nono, Mario. Je lui demande, je dis, où est-ce que je regarde? Il dit, Sophie, tu regardes ou tu t'en vas? Et c'est super niaiseux, mais je suis montée sur le fil, je regardais mon Alexandre Barrette, Faut puis pas je que tu regardais regardes mon en bas. Jean-Philippe Faut Dion. pas regarder en bas. Mais c'est plus que ça, Mario. Je te le dis, cette phrase-là est tellement simple. Je te le dis, tu vas trouver ça nono. Regarde où tu t'en vas. Mais tu prends ça, Mario, tu appliques ça dans n'importe quoi dans la vie. Regarde, j'étais en train d'écrire un livre. Là. Ça m'a pris 1 an et demi écrire un livre. 270 pages. Où est-ce que...
sais, à un moment donné, tu sais plus où donner de la tête, tel chapitre, telle affaire. Regarde où tu t'en vas. Regarde, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton but? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? Tu regardes où tu veux aller. C'est un message simple. C'est un message simple, mais moi, là, ça me guide dans plein d'affaires. Tu sais, quand tu es au milieu de la tempête, là, tu regardes où? Tu regardes le phare. Tu regardes où tu t'en vas. Je sais. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Mais je suis d'accord avec toi. Mais Ça moi, m'a les aidé. tempêtes, tout le monde a le droit de passer une tempête. Tu as le droit de traverser une tempête. Tu peux même mettre un genou par terre. Ouais, Mais le secret, c'est de te relever. voilà. Voilà. Tu peux pas laisser Ben, la t'en tempête sais gagner. quelque chose, Mario. Absolument. Ouais. J'ai moi aussi écrit 400 pages manuscrites Ouais. que je vais publier probablement pour la saison prochaine. Ben, tu viens vraiment parler. De mon aventure, Ouais. de mes 8 mois derrière les barreaux. C'est quelque chose quand même, Mario. C'est quelque chose. C'était jour après jour, il arrivait quelque chose tout le temps. Là. On parle de meurtre, on parle de règlement de compte, d'overdose, de suicide et de bagarre tous les jours. Puis c'est pas aussi rose qu'on pense que ça peut l'être. Ils mangent mieux qu'à l'hôpital, c'est faux. On n'a pas les libertés qu'on pense qu'on a. Plus que en tout cas, j'en parle dans mon livre, on y reviendra. Ouais. Quand tu me dis, regarde où tu vas, parlons Ouais. d'avenir. Ouais. Es-tu, toi, Sophie Durocher, la prochaine Madame Bertrand ou la prochaine Madame Bombardier? Écoute, c'est très, très flatteur que tu me dis ça. Je pense que je suis ni l'un ni l'autre. Je suis la prochaine Sophie Durocher. Là. Je prétends être rien d'autre que ce que je suis et qui je suis. Par contre, le fait que tu mentionnes Denise, ça me touche énormément pour Oui, des raisons c'est évidentes. une amie. Le livre est dédié à Denise et aussi parce que Denise, pour moi, c'était quelqu'un d'extrêmement important, quelqu'un qui avait peur de rien. Tu sais, elle, 54e étage là, du building là, Elle serait allée. Panama. Elle serait allée. Elle serait allée n'importe quand. Elle aurait été, puis elle aurait swingé tout le monde, puis elle aurait été plus rapide que Je tout l'ai le monde. croisée au banquier, Oui. alors qu'elle était avec des rouleaux sur la tête. Puis moi, je l'admirais tellement. Ben oui. J'avais jamais eu l'occasion de la saluer de ma vie. Ouais. Et là, j'étais avec elle en coulisses pendant qu'on se faisait maquiller. Puis elle n'était pas à son meilleur. Je suis quand même allé la voir, lui faire le baise-main et lui porter respect. Bonjour, madame, je vous admire. Vous êtes fabuleuse. Mais elle est faite comme une petite fille. Elle m'a dit, vous savez, je suis pas à mon mieux. Je suis pas à mon meilleur. Mais Puis tu elle était sais toute que- gênée. Mais elle était fascinante, Denise. Je l'aimais beaucoup. C'était un mélange d'une énorme confiance en elle et Peur. d'un énorme doute. Oui. Mais tu sais, quand tu lis ses Oui. livres et puis qu'elle te raconte la façon dont son père la traitait comme une Oui. moins que rien, elle Oui. n'avait même pas de nom, elle n'avait même pas d'existence. Je veux dire, son père la méprisait, son père l'ignorait, son père la... Je veux dire, toute Elle la et sa sœur. personnalité, elle et sa sœur. Qui ont fait 2 belles carrières. Ben oui, tout à fait, Daniel Bombardier. Mais Denise, on n'était pas d'accord sur tout. Hein? Il y a plein de sujets sur lesquels on n'était absolument pas d'accord. Et des fois, moi, j'écrivais des choses dans le Journal de Montréal. Là, le téléphone sonnait tôt le matin. 7h30, c'était Denise. Sophie. Mais enfin, Sophie. Et elle n'était pas d'accord. Mais elle m'appelait et elle me disait. Mais quand elle était d'accord avec moi, débattait. le téléphone sonnait 7h30. Sophie, c'est fabuleux, c'est formidable. Mais cette chronique, mais vous avez tout compris. Ou alors elle m'appelait, elle me disait, mais Sophie, mais vous avez rien compris. Mais enfin, Sophie, mais non. Formidable. Alors, Une j'ai- femme entière. j'ai Une femme adoré ça. entière. Une J'ai femme- adoré ça. Absolument. Et courageuse. Revenons sur le livre duquel on va parler, parce qu'on va quand même manquer de temps. C'est trop fascinant. On jase. On pourrait faire des heures comme ça. Oui, pardon, pas oui, mais où sont les femmes? Où sont-elles, finalement, les femmes? Est-ce qu'elles sont derrière un voile, nécessairement, ou elles sont muettes carrément? C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à une contradiction, Mario. Et c'est une contradiction qui est quand même assez fascinante, et tout le monde devrait réfléchir à ça. Où sont les femmes? Elles sont partout. Hein? On a eu une femme première ministre au Québec. On est pas assez peu d'avoir peut-être 2 une femme fois aux aux États-Unis. États-Unis, mais ce que je veux dire, gardons, Mais ils sont pas restons prêts. au Québec. Ils sont Restons pas au prêts. Québec. C'est des cons. C'est pas Restons pareil. au Québec. Vice-première ministre, je veux dire, quand même, dans l'appareil gouvernemental en ce moment, il y a des Oui. femmes à des postes importants, à des ministères importants. Dans les entreprises, il y a des femmes. Dans les conseils d'administration, il y a des femmes. En médecine, aujourd'hui, une chose qui aurait été impensable il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, où les femmes, à une certaine époque, ne pouvaient même pas
entrer dans une faculté de médecine. Il y a Vrai. 100 ans, J'ai les lu. femmes ne pouvaient pas. J'en parle dans mon livre. Oui. Donc aujourd'hui, plus de femmes que d'hommes inscrits dans les facultés de médecine. En droit, la même chose. Des femmes juges à la Cour suprême. Donc, les femmes sont partout. Est-ce mais que la roue en tourne, même puis à un temps, moment donné, elles vont se remettre à parler? ben, c'est-à-dire qu'en fait, elles parlent, mais elles ne parlent pas nécessairement des bonnes choses. C'est-à-dire que, j'en parlais tout à l'heure, je disais, les féministes aujourd'hui, elles sont trop gentilles. Comment ça se fait on accepte? Je te donne un exemple. Tu vas sur le site du gouvernement du Québec, tu es enceinte. Tu es une femme enceinte, tu veux savoir des conseils. Tu sais, l'alimentation. Quand tu es enceinte, c'est super important, des bons Absolument. aliments pour ta santé à toi et la santé de l'enfant. Mais sur le site du gouvernement du Québec, on parle de l'alimentation de la personne enceinte. Oui. Mais, Pareil mais comme qui si donc? un homme pouvait Comme- l'être. Non, mais une licorne, peux-tu être enceinte? Oui. Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Une personne enceinte. Je trouve ça d'un ridicule consommant. Non, mais comment se fait-il qu'il y a, Mais c'est il y a ridicule, des c'est- femmes qui c'est décident? trop. Je te donne un autre exemple que je donne dans mon livre. Celui-là, je le donne dans mon livre. Teresa Tam est quand même... C'est une femme, médecin. Elle est quand même responsable. Tu sais, on a beaucoup parlé de Teresa Tam, évidemment, pendant la pandémie, mais elle est encore au même poste aujourd'hui. Elle est responsable de la santé publique du Canada. Et elle a émis récemment, au cours des derniers mois, une directive concernant, je ne sais plus si c'était la coqueluche ou je ne sais pas trop quelle maladie infantile, où elle disait qu'il fallait faire de la prévention avant même que les enfants viennent au monde. Donc, il fallait faire de la prévention auprès de qui? Auprès des personnes enceintes. Mais je veux dire, elle a échoué ses cours de biologie, Teresa Tam, C'est là. ridicule. La meilleure réponse que j'ai, je pense que c'est Facal qui l'a souligné dans sa critique, Marie Curie, à qui on a demandé qu'est-ce que C'est ça Lisée. fait... Ouais. C'est Lisée, Jean-François, pardon. À qui on a demandé à Marie Curie qu'est-ce que ça fait d'être mariée avec un génie. Et elle a avait répondu, demandez-le à mon mari. demandé-le. Et ça, Ouais, et c'est ça, c'est génial. fascinant. Marie Curie, c'est fascinant parce que elle a eu donc prix Nobel de physique, Oui, prix Nobel de chimie. oui. Son mari, Pierre Curie, a eu un prix Nobel seulement, donc c'est pour ça qu'elle dit elle est bien plus un génie que lui. C'est Madame Pierre Curie. Voilà. Et donc, lui a eu et ils ont eu 2 enfants. Et un de leurs enfants, je pense que c'est Irène Joliot-Curie, si je ne me trompe pas, a eu aussi un prix Nobel, soit en physique, soit en chimie, je ne me souviens plus. Et leur deuxième enfant a rien eu. Alors, t'imagines, ton père a un prix Nobel, ta mère en a 2, ta sœur a un prix Nobel, et elle, l'autre, Un prix Coco. non, mais je dirais, c'est quoi? C'est ignoraminus, là? C'est quoi, là? Alors, elle se présente en disant, ben, je suis la seule de la famille qui n'a pas de prix Nobel. Ben, pauvre elle, c'est difficile à vivre. Écoute, c'est intéressant comme tout, notre conversation, et on pourrait la continuer longtemps. Le livre s'appelle « Où sont les femmes ?» C'est aux éditions du Journal, évidemment. C'est signé Sophie Durocher, qui est mon invitée aujourd'hui. Je vous invite à le trouver, en particulier chez Renaud Bré. Si vous le trouvez là, j'imagine qu'il est là. Ben oui, Ah, ben ben, il est justement, partout. je vais y aller tout à l'heure. Mais c'est un petit Renaud-Bré ici au centre Laval, alors Oui, oui, peut-être c'est dans ça. un plus grand. Sinon, vous le savez, hein, parce que je te racontais ça, Mario, avant qu'on entre en onde, il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant, ben moi j'habite à Hochelaga Maisonneuve, il y a une librairie de quartier, puis quand je me suis présentée, puis j'ai demandé le livre de Sophie Durocher, je ne veux pas parler de moi à la troisième personne, mais c'est la personne qui m'écrivait ça. Quand j'ai demandé votre livre, on m'a dit, ah non, non, on tient pas ça ici. T'es trop snob. On tient pas T'es trop ça ici. snob, t'es trop snob. Alors, donc, si vous rentrez dans une librairie et qu'ils n'ont pas mon livre, ben, vous pouvez très bien, le commander. Sinon, vous allez sur Cube Livre. Vous allez Mais le en attendant, commander. je vous invite à retrouver les critiques de Joseph Facal et de Jean-François Lisée en Élise particulier. Ravary, Élise Ravary. Ces 3 personnes en particulier n'en disent que du bien. C'est un livre que j'ai feuilleté. Je ne suis pas féministe, mais je suis de votre côté cependant. T'es super gentil. Parce que vous avez raison d'élever le ton et de gagner vos points un par un. L'important, c'est de ne pas trop reculer, parce que là, c'est dangereux. Oui, on recule en ce moment. J'aime pas ça. Ouais. Alors que tu sonnes l'alarme aujourd'hui avec ce livre, Juste au moment où il y a l'alarme du petit train du centre Train Laval. du Nord, ça. Écoute, Au moment où tu sonnes l'alarme, j'espère que ce livre va grandir et faire gentil. grandir les femmes encore et pour longtemps, parce que pas de femmes, pas d'hommes. C'est comme l'œuf et la poule. ouais. Pas de femmes, pas d'hommes. Ben,
pas de personne enceinte, s'il vous plaît, arrêtez-moi ça, là, une personne avec un utérus. Écoute, il y a même un centre de défense du droit à l'avortement qui parle de femmes et personnes capables de grossesse. Mais c'est ridicule. Mais c'est quoi ça, une personne Non, capable mais de grossesse? On aura l'air ceux qui vont se plaindre contre ce qu'on est en train de faire, là. Ouais. On se plaint. Ouais. On crie tout haut ce qui va pas. Ouais. On va passer pour des fascistes. Ben moi, On s'en crisse. On s'en fout des étiquettes. Bon, pardon. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on dise une réalité qui est une réalité biologique. Ceux qui vont nous faire croire des sornettes. Tu sais, il y a plein de gens qui pensent aussi que la Terre est plate. On n'est pas obligé de dire que la Terre est plate juste parce qu'il y a des gens qui disent que la Terre est plate. Fait que si quelqu'un vous dit un homme peut être enceint, vous avez le droit En de tout dire cas, ceci est une sornette. Si la Terre est plate, cette entrevue ne l'était pas du tout. Et je terminerai avec une chanson d'un auteur que tu as beaucoup aimé. Tu as même écrit sur lui, Jean-Pierre Ferland. Ouais. Et cette pièce-là, c'est pour toi. Oh, c'est trop gentil. Merci, la fille du Rocher, d'être venue. Merci. T'es belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs courts, t'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. Il n'y a pas d'année qui touche à ta beauté. T'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. Naturelle, à mon goût. Sans lunettes de soleil et sans bijoux. T'es belle, quand je sors avec toi, je lave mon auto, je me rase 2 fois. Tes beaux yeux Mamadou, il neige sur tes dents. 40 ans mon amour, je t'aime en ce moment. Je t'adore en plein jour. Naturel, décoiffé, sans fourrure, sans Chanel et pas bronzé. Mon beau trésor, mes amis t'aiment et moi je t'adore. Les années filent, c'est l'an 2000, je t'aime aussi fort. T'es belle. T'es mon idole. Depuis l'école, t'es la femme dont j'ai rêvé. Flamboyante, renfermée, ultra chatonne, super sexy. Je t'aime. Tu ne peux pas savoir. Tu marches avec des gants. Tu descends l'escalier. On dirait comme le vent, tellement t'es raffiné. Naturel, à mon goût. Sans lunettes de soleil et sans bijoux. Veux-tu danser?
Duo Centre Laval et Quartier Laval, domicile officiel de CNV Radio Numérique et l'ensemble de ses stations, dont le AM 940 comme radio partenaire. Lors de vos prochaines visites, rendez-vous à la cour centrale de Duo Centre Laval pour voir vos animateurs en action à travers la vitrine du magnifique studio. Profitez-en pour faire un arrêt chez vos commerçants préférés, dont Decathlon, Avril Supermarché Santé, Les Vallées, L'Équipeur, Best Buy, Brick et Labbé. Trouvez de tout, tout près de chez vous, grâce à Duo Centre Laval et Quartier Laval. Les actualités sportives. D'abord, au football, les Alouettes de Montréal comptent sur leur expérience et savent que les Argonauts de Toronto voudront se venger de leur défaite de l'an passé qui les avait privés de la finale de la Coupe Grey. La finale de l'Est se jouera aujourd'hui, un an plus tard, mais cette fois au stade Percival Molson. Les Alouettes pourraient être privés du receveur Austin Mack et du joueur de ligne offensive Yamar McGloster pour cette rencontre. Au hockey, le Canadien de Montréal affronte ce soir les Maple Leafs à Toronto dans l'espoir de mettre fin à sa série de 5 défaites. Les Maple Leafs ont placé hier leur vedette Austin Matthews sur la liste des blessés à la suite d'une blessure au haut du corps subie lors d'une défaite en prolongation contre le Wild du Minnesota. Au tennis, Denis Shapovalov s'est qualifié hier pour la finale du tournoi de Belgrade en Serbie. En demi-finale, le Canadien a dominé Jiri Heleka, 31e mondial, en 2 sets expéditifs de 6-2 et 6-1. En finale, il affrontera le Serbe Amad Medjedovic, classé 156e. L'Américaine Coco Gauff, 3e mondiale, a battu hier la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka en demi-finale de la WTA à Riyad, se qualifiant pour le match du titre contre la Chinoise Qi Wenzen, classée 7e. Et la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe se sont qualifiées pour la finale du double féminin des finales de la WTA à Riyad, où elles affronteront le duo composé de Katerina Siniakova et Taylor Townsend. Enfin, Aaron Boone poursuivra pour une 8e saison son rôle de gérant des Yankees de New York, l'équipe ayant exercé son option pour 2025. Boone a conduit les Yankees à un palmarès de 603 victoires, 429 défaites, 3 titres de la division Est de la Ligue américaine et une participation aux séries mondiales. Les actualités sportives à la première et à la 30e minute de l'heure. Ici, la radio, c'est une affaire de passion. La musique qui a marqué à jamais.